Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode pour partager ensemble avec le Rav Menachem Ackerman l'étude de Kol Hator. Je vous invite à deux événements importants. Premier événement, c'est ce jeudi soir. Je fais une interview avec le directeur de Greenpeace Israël, qui est francophone, qui s'appelle Jonathan. Et on va parler de justement la gauche, les Verts, le judaïsme, les juifs, Israël, parce que ça soulève beaucoup de questions, la question de l'écologie, de l'environnement, mais aussi leur position face à Israël et face à la guerre. Donc ça, c'est un premier événement jeudi soir, en direct sur l'île Mode. Et le deuxième événement, c'est dimanche soir prochain. On reçoit le Rav Doron Peretz, qui a son fils qui était Katzin, qui a été blessé et qui a été pris en otage et malheureusement tué aux mains du Hamas. Et le Rav Moshe, le Rav Doron Peretz nous donnera une leçon de vie, de Emouna, nous racontera son histoire personnelle. Donc je vous invite à ces deux événements particuliers, jeudi et dimanche. Voilà, on peut commencer l'étude. Rav Ackerman, on continue avec Kol Hator, cours numéro 7. Bechavod. On a- on avait demandé que le Rav Ackerman nous raconte qui sont la Oui, famille tananaise. Oui, il y a Myriam Mishparat qui me Nana. demande, Rav Ackerman, est-ce que tu peux expliquer qui est la famille Sananès pour à chaque fois le cours et les Lou Nishmat je D'accord. vais vous dire, moi. Alors, je vais le dire en 2 minutes, Zénachon, c'est-à-dire que Gérald et Michel Sananès, et c'est une famille qui était à Nice et qu'on a connue quand j'étais Rav à Nice. Maintenant, je suis ravagé, mais à l'époque, j'étais Rav à Nice. Et donc, et qui étaient, pour nous, en tout cas, des très, très bons amis. Ils faisaient partie du consistoire, d'ailleurs, qui a beaucoup aidé. Ensuite, ils sont montés en Israël avec Shalom Bach, dans le premier groupe, le premier garin de Shalom Bach, qui est sorti de Nice, d'ailleurs de notre Keïla, et ils étaient à Kfar Adumim avec ceux que vous connaissez tous, et le Rav Yoel Ben Arosh, qui est aussi monté avec eux à l'époque, au même moment, et ensuite ils se sont installés à Jérusalem, et Gérald était aussi président de la fondation de Merkaz Yair, ce qui était l'ancienne Midreshet Yehuda. Avant Midreshet Yehuda, ça s'appelait le centre Yair, et donc c'était des gens qui, de manière générale, étaient des grands Baalei Chesed. C'était des gens qui ont fait beaucoup de... Aujourd'hui, comme ils sont tous les deux partis, donc on peut le dire, des grands Baalei Chesed qui ont fait, quand ils étaient à Nice, quand ils sont venus en Israël, de toujours, c'est des gens qui ont beaucoup de mérite. Et en fait, le cours qui est actuellement qu'on fait, son premier Gilgoul, à l'origine, il se faisait, c'était l'initiative commune avec Michel Sananès, après que Gérald soit parti, et on le faisait chez elle à la maison, ensuite aussi chez les Passantins à un moment. On l'a fait chez vous parce que vous étiez à côté. On a continué chez vous, et vous étiez dans le même bâtiment à Jérusalem. Et donc, en fait, les enfants de Michel et de Gérald ont demandé à ce que le cours continue à leur mémoire, et je dois dire aussi, parce qu'on le dit, c'est-à-dire qu'ils participent aussi financièrement au fait que le cours il puisse continuer depuis des années et des années. Donc, ça fait partie aussi de leur route et de leur mérite. Et c'est pour ça que le cours il est consacré à leur mémoire chaque semaine. Et Nishmata pour toutes ces raisons. Le fait que ça a commencé chez eux, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que chaque semaine, on dit, maintenant, chaque personne, comme je l'ai dit, qui a une raison dans la semaine ou dans le moment, on le fait d'habitude, c'est-à-dire que ce soit le cours, il soit aussi consacré, les Ilou Nishma, c'est toujours Beseder Gamour Vetov Meod. Voilà, Zéou. Donc, on va commencer le shiur. J'espère que je n'avais pas prévu, donc j'aurais dû dire peut-être plus de choses, mais vous m'avez pris au dépourvu, donc j'ai dit les choses telles qu'elles sont sorties de mon cœur et de ma tête. Beseder. Comment sont-ils Mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. dans un accident? Niftarim. Non, malheureusement, ils sont Nefteru Shneim Mina Machala, ils sont morts relativement jeunes, disons, mais chacun, d'abord Gérald est parti, ensuite Michel, mais disons que Zachou d'être en Eretz Israël grâce au fait qu'ils sont montés avec le premier groupe de Shalom Var, ils ont eu la chance de vivre plus que 10 ans, peut-être une vingtaine d'années en Eretz Israël, je me souviens plus exactement, environ entre 10 et 20 ans,
et d'avoir, Baruch Hashem, des enfants, des petits-enfants. Tout le monde est en Eretz Israël. Tous leurs enfants sont des gens, Baruch Hashem, très très bien. Zéou. Top. Alors donc, c'est marqué ici, le Il Nishmat Vichel Vegeral Sananes. Et si vous me permettez, je ne l'ai pas marqué, j'ai oublié, mais les Refouach Lema Shel Dodati, Irène Bat Mindel, ma tante qui est en pas très bon état. Zéou. Donc, on est arrivé donc au quatrième passage du premier chapitre, qui s'appelle les stades du temps de la Géoula, les heures du 6e millénaire. Alors aujourd'hui, on va étudier un texte qui est très très important, parce que c'est un texte fondamental, si vous voulez, des secrets qu'on est en train de divulguer, de ce qu'a enseigné le Gaon de Vilna, et vous verrez qu'ils sont prophétiques et extraordinaires, cet enseignement. Une partie des gens le connaissent plus ou moins, mais c'est très rare que les gens connaissent toute si vous voulez, la Torah de cet enseignement-là. Maintenant, on avait déjà vu, vous vous souvenez, que le Gaon de Vilna, dans le texte précédent, avait divulgué les secrets des temps de la Géoula à ses élèves, à condition sine qua non qu'ils promettent de faire leur aliyah et de commencer à reconstruire le pays d'Israël et d'amener la Géoula de ce qu'on appelle le sionisme du gras. Et il ne l'a pas divulgué à ses élèves qui sont restés à Vologine ou à Vilna, le Gaon de Vilna. Il l'a divulgué, peut-être qu'il l'a quand même, ça on ne sait pas, mais en tout cas il l'a divulgué à ceux qui sont montés en Israël. Et c'est pour ça que c'est ces élèves-là qui ont écrit dans les différents livres, dont celui qui est marqué ici, dans le livre du Kol HaTorah, dans lequel il a révélé le plus grand des secrets sur les calculs eschatologiques. C'est-à-dire c'est les calculs de temps de Géoula qui sont connus de notre temps. Alors combien il y a de calculs? Il y en a plein. C'est-à-dire maintenant, c'est marqué, vous vous souvenez, dans la Gemara de Sanhedrin, Tipach Rucham Shel Mechashve Kitzin. C'est-à-dire que la Gemara a maudit ceux qui font des calculs de Géoula. Du coup, comment ça se fait qu'on fait des calculs, c'est-à-dire, et qu'on divulgue les calculs? Alors, il y a pas mal de rabbanim qui ont expliqué que la difficulté de ça, c'est que si tu donnes un projet au niveau du calcul et qui n'arrive pas, alors il y a une espèce de, si vous voulez, d'espérance, d'espoir, parce que quand c'est un calcul, c'est très très fort. C'est plus fort que dire oui, Bezrat Hashem, demain le Mashiach va arriver. D'accord. Alors Bezrat Hashem, le Mashiach va arriver, tout le monde est d'accord, et on dit tous les jours, Anima Amin, Be'emuna Shlema, Beviat HaMashiach, B'chol Yom Sheyavo. Mais quand tu amènes un calcul, c'est comme si tu faisais, si vous voulez, dans la pensée religieuse de quelqu'un qui est religieux, c'est comme si tu faisais une démonstration mathématique et scientifique du fait que demain va venir la Géoula. C'est pour ça que les Chachamim se sont beaucoup méfiés de ça. Et tout d'abord parce que ça ne veut pas dire que ceux qui ont dit le calcul se sont trompés, ça veut dire que c'était une opportunité et pas forcément le temps garanti. Le Rambam, par exemple, dans la lettre qui s'appelle l'épître aux Yéménites, c'est Igeret Teiman, il dit c'est absolument interdit, mais malgré tout, moi j'ai un calcul infaillible, je te le promets, celui-là ça va être le bon, parce que le problème des Yéménites, c'est qu'il y avait eu un faux messie qui était venu chez eux, et ils croyaient en lui, et c'était devenu une catastrophe. Donc ils ont demandé au Rambam, ceux qui n'avaient pas perdu la boule, ils ont demandé au Rambam d'écrire une lettre pour prévenir les Yéménites que ce messie est un faux messie, et le Rambam, avec son influence, a réussi à convaincre la communauté yéménite que ce messie, à part le fait qu'il était Moshir Bachoutim, il faisait rien du tout. Et à ce moment-là, ils l'ont destitué et ils ont pris sur eux de suivre la halakha du Rambam suite à cet événement. Et le Rambam, donc, dans la lettre, il dit ne crois pas dans les calculs, mais moi j'ai un calcul infaillible. Et le calcul du Rambam ne s'est pas réalisé. C'était un petit peu après le Rambam. Or, comme vous savez, le Rambam, il a vécu il y a 1000 ans et il n'y a pas eu de Mashiach qui est arrivé il y a 1000 ans environ. Donc, c'est pour ça que c'est un problème. Mais dans ce cas-là, on a le droit de l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le calcul du gras s'est réalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne l'étudie pas a posteriori d'un projet, d'un calcul de Géoula, mais on l'étudie pour l'instant, en tout cas jusqu'à un certain stade, pas a priori, pardon, mais a posteriori d'une partie des temps qui sont déjà arrivés de ce calcul du Gaon de Vilna. Alors, on y va, on l'étudie. Notre maître a commencé à dévoiler les allusions de la Torah alors qu'il était âgé de 20 ans en l'an 5500, 1740,
le début de la première heure du matin du 6e jour dans le 6e millénaire. Donc ça, c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui, Besséder, c'est cette phrase qui dit que le Gaon de Vilna, lorsqu'il avait 20 ans, parce que si mes souvenirs sont bons, il est né en 1720, donc il avait 20 ans, et il a commencé à se dévoiler et à dire We want Mashiach now, c'est-à-dire le temps est arrivé en 1740, donc quand il avait 20 ans, disons, hein, je ne veux pas être précis, il me semble que c'est ça, qu'il est né en 1720, mais en tout cas, sinon, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il a dit je me dévoile maintenant, et je commence à faire avancer, parce que je sais, d'après le calcul qui m'a été révélé, disons, c'est-à-dire que maintenant, on est au début du temps messianique de la Géoula. Donc, alors comment il le sait? C'est parce qu'il dit, c'est marqué ici, l'an 5500, c'est le début de la première heure du matin du 6e jour dans le 6e millénaire. Alors, tout ça, c'est facile à calculer. Entre 0 et 1000, c'est le premier jour, c'est le premier millénaire de la création. Entre 1000 et 2000, c'est le deuxième millénaire. Et entre 5000 et 6000, je vous le précise parce que les gens ils croient que c'est à partir de l'an 6000 qui est le 6e millénaire. Non, c'est à partir de l'an 5000 qui est le 6e millénaire. Faites le calcul, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que, en fait, quand tu fêtes un an, c'est que tu as un an révolu. Quand tu fêtes 20 ans, c'est que tu as 20 ans révolus. C'est pas que tu commences ta 20e année, tu commences ta 21e année. Donc, pour ne pas se tromper, c'est la même chose. Le 6e millénaire a commencé en 5000. Maintenant, il y a un grand principe qui est Elef Shani Be'enecha Keyom Etmol qui est Avor Vashmura Balayla, c'est-à-dire qu'un grand principe dans la tradition, c'est que dans toutes les correspondances, on a une correspondance qui s'appelle 1000 ans égale un jour. C'est-à-dire que dans certaines choses qui se passent et qui ont duré une journée, vous avez une équivalence avec 1000 ans. La preuve, c'est que la semaine de la création a eu 6 jours plus le Shabbat, et l'histoire du monde, c'est 6000 ans, et après le Shabbat de la création. Ça, c'est des choses que vous connaissez, c'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, page 9, folio A, et ce montier dans plein d'autres sources, mais celui-là, c'est la source la plus classique parce qu'elle est marquée dans la Gemara, d'accord, que ce monde, il dure pendant 6000 ans. C'est pour ça que, par exemple, quand le calendrier a été fait il y a de 5700 ans, le calendrier qu'on a maintenant, celui qui l'a fait, il est la Acharon, ou il est la Katan, il l'a fait jusqu'à l'an 6000. Il n'a pas à continuer après parce que c'est clair qu'après, il n'y aura plus la même chose. Donc, en fait, ça veut dire que de manière réjouissante ou inquiétante, on s'approche à pas de géant de la fin de l'histoire. Vous êtes d'accord? Puisqu'on est en 5785, donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 215 ans jusqu'à la fin de l'histoire. Et plus le temps avance, moins il reste. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, il restait, entre il y a 200 ans et maintenant, il y a 50% du temps qui restait qui est parti. Et maintenant, dans 100 ans, de nouveau, il y aura 50% qui part. C'est-à-dire on s'approche vraiment de manière exponentielle de la fin des temps dans le sens positif, puisque pour nous, la fin des temps, c'est toujours pour aller à un monde meilleur. Hein. Ce n'est pas l'apocalypse, c'est quelque chose qui est un monde meilleur. Alors donc, dans cette équation-là, on a le 6e millénaire, c'est évidemment le temps potentiel du Messie, les temps messianiques, c'est le 6e millénaire, et le Gaon de Vilna nous dit en plus qu'il faut diviser en deux. C'est-à-dire que si vous prenez, il y a la nuit et le jour. Et ça commence à être sérieux quand le jour commence. Or, si vous avez 24 heures, vous avez 12 heures de nuit, 12 heures de jour, puisqu'on commence toujours le jour avec la nuit. Donc, en l'an 5000 a commencé la nuit du 6e millénaire, du 6e jour, et en l'an 5500 commence le jour du 6e millénaire. Vous me suivez, d'accord? C'est-à-dire le matin, le début, c'est le 5500. Or, en date Goy, oui, 5500, c'est 1740. Le gras est vivant à ce moment-là, il a 20 ans, il étudie toutes ces choses, et il dit, je sais que Dieu m'a envoyé sur terre, c'est-à-dire pour faire démarrer le processus, puisque j'ai 20 ans, au moment où ça doit commencer. C'est maintenant que ça doit commencer d'après ce calcul, donc je suis obligé de me révéler et de faire tout ce que j'ai à faire, et c'est ce qui est marqué ici. Il a commencé à dévoiler les allusions de la Torah alors qu'il était âgé de 20 ans. Ah ben, c'est marqué qu'il avait 20 ans, désolé, je n'ai même plus fait attention. Le début de la première heure du matin du 6e jour du 6e millénaire. Donc, toute cette phrase, elle est claire.
C'est-à-dire qu'il sait que c'est comme ça. Alors, on va continuer à lire. C'est alors que le souffle de Dieu, le souffle du Messie, a commencé à lui donner son inspiration sainte pour dévoiler petit à petit les secrets de la Torah quant à la mission du premier Messie. Donc, vous voyez qu'on parle de secrets parce que, comme j'ai expliqué la semaine dernière, les secrets, c'est pas des choses compliquées. C'est en fin de compte les plans de Géoula. Et si tu les dévoiles trop, il y a des gens à l'intérieur du peuple juif et de nos ennemis qui vont les utiliser pour empêcher que la Géoula arrive. Le moment le plus dangereux de la Géoula, c'est quand Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine, va dire à Paro, let my people go, let shalach et ami veyavduni. Pourquoi? Parce que il annonce que c'est la fin du temps où ils sont esclaves, mais quelle va être la réaction naturelle de Pharaon et de l'Égypte? Eh bien, si c'est comme ça, je vous élimine et j'étouffe tout dans l'œuf pour pouvoir empêcher que la Géoula arrive. Or, quelles sont les chances de réussite? Lorsque le pouvoir est aux mains de l'oppresseur, les chances de réussite a priori sont nulles. C'est-à-dire parce que tu es en situation de minorité de faiblesse, alors qu'ils sont en situation de majorité de pouvoir. Donc, on n'a pas le droit de découvrir ces cartes. Vous comprenez, c'est valable pour toute guerre, mais c'est encore plus valable quand on parle de Géoula. Alors, qu'est-ce que fait le Gaon de Vilna? Il commence à dévoiler petit à petit les secrets selon le grand principe des pas à pas, c'est-à-dire, je dévoile le pas suivant, et ensuite, quand il sera réalisé, je dévoile le pas d'après. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui doit réaliser un projet secret, c'est-à-dire, il travaille à Amman. Amman, c'est les Modines israéliens, c'est pas en Jordanie. C'est-à-dire, il travaille à Shmoné Matayim. Et puis, on lui dit, tu sais, tu as un projet à faire. Alors, je te dis le première partie, mais je te dis, tu sais pas du tout ce que tu vas faire. Quand tu l'auras fini, reviens chez moi. Je te donnerai le deuxième stade, etc., etc., etc. Alors, c'est ce que fait le Maharal, le Gaon de Vilna, c'est qu'il sait que pour que ça démarre de manière bien, il faut que l'intention de Hachem soit révélée. Il ne faut pas que ça vienne de manière, on pourrait dire, par motivation, disons, comme ce qu'on a connu, c'est-à-dire Herzl, bien qu'on peut dire qu'il est aussi inspiré par Hachem, mais si vous voulez, il n'a pas agi en fonction d'un projet qui est marqué dans les secrets de la Torah, il a agi en fonction de décisions rationnelles, logiques, de ce qu'il pensait qui était exact quand il y a eu le procès de Dreyfus et toutes sortes d'autres choses après, qui ont fait qu'il a avancé dans sa pensée messianique. Mais là, parce que le Gaon de Vilna, qui est sur le même plan, il se trouve comme Herzl en tant que Mashiach ben Yosef, puisque le Rav Kook a dit que Herzl était le Mashiach ben Yosef de son temps, donc le Gaon de Vilna, lui, agit différemment. Il dit, je connais le programme, il fait partie des secrets de la Torah, donc je vais le révéler, et à partir donc de l'âge de 20 ans, il commence à faire ça. Je continue au dévoilement de secrets, de principes les plus profonds sur les talents du Messie. On a vu ce que ça voulait dire, les talents. Aucun secret ne lui a été caché, c'est-à-dire que lui connaissait le programme que nous, on a réalisé. Nous le savons, il a commencé à voyager en Terre Sainte au début de la deuxième heure, c'est-à-dire en 5542-1782. C'est alors qu'a commencé la tempête de son inspiration, la tempête d'Eliaou pour le rassemblement des exilés avec plus d'efforts. Alors là, on est dans une énigme, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'en fait, il y avait une deuxième heure, parce qu'ici, il y a marqué au début de la première heure du matin, le 6e jour, dans le 6e millénaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu logique, si vous voulez. Si entre 5500 et 6000, il y a les 12 heures de la journée du 6e millénaire, vous êtes d'accord? Alors on est sur une base différente, c'est-à-dire que les jours se comptent en 24 heures, une demi-journée c'est 12 heures, par contre 1000 ans c'est dans le système décimal, ça se divise par 10, par 100, vous êtes d'accord? C'est deux systèmes. Le système des jours, c'est un système en base 12, en gros, en base 24, alors que le système des années, c'est un système qui est un système décimal. On change pas tous les 12 ans, on change tous les 10 ans. C'est-à-dire, on change de 10 années, c'est-à-dire c'est le système mathématique normal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire cette correspondance? Ce qu'il faut faire, je l'ai marqué en bas dans les remarques, c'est que on va prendre 500 ans, on va le diviser par 12, on va prendre 1000, on va le diviser par 24, et on va arriver au nombre d'années à chaque heure.
On arrive à combien? On arrive, vous voyez, c'est marqué à 42 environ. En fait, c'est 41, quelque chose. Faites le calcul si vous voulez en vitesse. Vous divisez 500 par 12, vous verrez. Ça fait 41 et des poussières, 7, quelque chose comme ça. Mais on va l'arrondir. Je suis désolé, il y a du bruit dehors, je ne sais pas pourquoi. Mais j'espère que vous n'entendez pas trop. Mais en tout cas, on arrive en gros à 42 ans. C'est-à-dire, en moyenne, c'est 42 ans. C'est-à-dire qu'il va y avoir 12 heures et chaque heure de ces 12 heures, quand on parle le millénaire, ça va être de 42 ans. Parce que 42 ans fois 12, ouais, ça fait 500 ans. Ouais, si c'était fois 10, ça aurait été 50 ans. Donc, vous avez 42 ans, multiplié par 12, ça fait 500 ans. Est-ce que quelqu'un a compris le calcul? Oui, je vais le montrer par écrit, comme ça, ce sera plus clair. En tout cas, le Gaon de Vilna a commencé à agir à la première heure, en 1740, pardon, quand il avait 20 ans, et il a redoublé d'efforts quand on est passé de la première heure à la deuxième heure. 1740 plus 42, ça fait 1782. Et le Gaon de Vilna, donc à cette époque, il avait quel âge? Quel âge il avait en 1782? 60 ans. Et plus ou moins, s'il avait 20 ans en 1740, il avait 62 ans, exactement. Donc, il avait du bol parce qu'il a été vivant et adulte pendant deux périodes, la première heure et la deuxième heure. Vous voyez, c'est pas donné à tout le monde parce que tu peux rater, tu peux être enfant au moment de la première heure et ensuite au moment de la deuxième heure adulte et puis la troisième heure, ça fait 84 ans après. Tu n'es plus là pour plus de 10 ans. Quand tu étais enfant, ça fait 92 ans. Dans l'espérance de vie de l'époque du Gaon de Vilna, il avait peu de probabilité, mais là, c'est bien tombé par les calculs de Hachem. Ce qui est bien tombé, c'est qu'il était adulte au moment du début de la première heure, il avait 20 ans, il était adulte et vivant au moment de la deuxième heure, il avait 62 ans. Et à ce moment-là, il a compris qu'il fallait faire avancer les choses encore plus, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un billet d'avion Elal pour monter en Eretz Israël. Le problème, c'est que d'aller de Vilna à Jérusalem à l'époque, c'était beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de Transavia, il n'y avait pas EasyJet. C'est-à-dire, il n'y avait rien, it was not easy. Et donc, il a commencé, mais il n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna a essayé une ou deux fois de faire son alia, et une des deuxièmes fois en tout cas, il s'est arrêté à Istanbul, c'était pas très très loin, c'est-à-dire, et puis il a rebroussé chemin, il est reparti à Vilna. Et ça fait partie des énigmes, mais c'est marqué dans ce livre. C'est-à-dire, les chercheurs adorent se demander pourquoi le Gaon de Vilna est retourné en arrière. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Est-ce qu'il n'a pas pu? Etc. Mais on verra dans la suite du livre la manière dont c'est expliqué par ses élèves, pourquoi lui-même n'est jamais arrivé en Eretz Israël. Mais en tout cas, c'est pas qu'il voulait pas, parce que comme on dit, il a attendu la deuxième heure 1782, et à ce moment-là, sans doute d'après ces informations, c'était le moment où il fallait faire bouger les choses. C'est-à-dire, pendant 42 ans, on a enseigné l'idéologie du sionisme, on a enseigné la Torah à Géoula, et au bout de 42 ans d'enseignement, il a dit maintenant, je sais que c'est le moment qui est arrivé où on doit commencer, passer à l'action et monter en Israël. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça Seharat Eliyahu. En français, ça fait un peu bizarre, mais la tempête de son inspiration, la tempête d'Eliyahu pour le rassemblement des exilés avec plus d'efforts. Alors la tempête, ça veut dire qu'il avait il a redoublé d'intensité au niveau actif et spirituel pour pouvoir faire démarrer les choses. N'oubliez pas qu'on est à une époque où il faut démarrer à partir de zéro. C'est-à-dire même quand il y a 20 personnes qui vont monter, on va considérer que c'est déjà un chamboulement de l'histoire, parce que même ça, il n'y a pas en Eretz Israël, où il n'y a pas en tout cas de gens qui sont là pour faire avancer la Géoula. Il y a des gens qui sont là pour maintenir comment ça s'appelle, la présence juive, de gens qui viennent pour étudier, prier, mourir en Terre Sainte. C'est ça qu'il y a à cette époque. Il n'y a aucune initiative sérieuse d'amener ce qu'on appelle le kibbutz galuyot, de rassembler les exilés. Alors imaginez-vous le rêve, c'est de parler de rassemblement des exilés alors que vous n'avez même pas 1000 personnes en Eretz Israël. Chaque fois, je suis impressionné par la Lishka Merkazit le Statistika, c'est le truc central des statistiques. Maintenant, ils ont donné, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais l'année dernière, il y a eu 180 000 petits enfants qui sont nés en Eretz Israël, la majorité juive, bien entendu, les 3 quarts au moins. Et il y a eu quelque chose comme 34 000 olim.
Et le Rav Tzvi Hirsch Kalischer, dans son livre qui s'appelle Drishat Tzion, il disait, si on réussissait à faire installer 24 000 juifs en Israël, la Géoula commencerait à démarrer. C'est-à-dire que pour lui, installer 24 000 juifs en Israël, c'était impensable pratiquement pour le Rav Tzvi Hirsch Kalischer. Donc, imaginez à l'époque du Gras de parler du rassemblement des exilés, c'est-à-dire de ramener tous les juifs en Eretz Israël. Et on était à zéro, il fallait prévoir ou entrevoir ou concevoir le fait qu'on parle d'un kibbutz galuyot. C'est pour ça qu'on appelle ça la tempête de son inspiration, Seharat. Seharat, c'est-à-dire qu'il est en situation d'inspiration très grande, de voir des choses qui sont bien au-delà de tout ce qui est possible d'entrevoir au niveau de la réalité. Bien entendu, cette réalité s'est réalisée, mais pas à pas. Tout d'abord 10 personnes, ensuite 100, ensuite 1000, ensuite 10 000. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en une année, on a 200 000 juifs en plus dans le pays d'Israël. C'est-à-dire, en gros, le Begadol, chaque année, c'est des chiffres. Et puis, on est déjà arrivé, Baruch Hashem, à 7 millions. Il y en a beaucoup parmi nous. Quand on est arrivé en Israël, il y en avait 2 millions. Et ça nous semblait déjà beaucoup. Et puis, Baruch Hashem, depuis 50 ans, on est passé de 2 millions à 7 millions. Et ceux qui ont vu le passage entre 600 000 et 2 millions, ils étaient encore plus impressionnés. Et ceux qui ont vu le passage entre 60 000 et 600 000 étaient encore plus impressionnés aussi de choses comme ça. Alors voilà, donc ça c'est le texte. Et du coup, il y a ici l'explication. Les pas du Messie. C'est-à-dire, donc vous vous souvenez, les pas du Messie, c'est le fait que d'après cet enseignement du Gaon de Vilna, c'est que les pas, on va avoir un rythme de pas, il y en a plein, on a vu qu'il y avait 1000, mais celui-là qu'on voit maintenant, c'est celui de 12 pas. C'est-à-dire, c'est quoi les 12 pas? C'est les 12 heures de la journée du 6e millénaire de l'après-midi. Alors, les pas du Messie ont commencé dans l'ensemble au début de la première heure du 6e jour du 6e millénaire, c'est-à-dire l'année 5500 de ce 6e millénaire. D'heure en heure, les pas progressent de différentes façons. C'est-à-dire qu'on a des steps, des niveaux, c'est ça qu'on appelle les pas. On a des niveaux qui progressent d'heure en heure. Comme nous le savons, chaque heure est de 41 années et 8 mois. Donc, c'est le calcul que je vous ai dit. J'avais dit 41,7, mais c'est 41,8. C'est depuis que les liens, on s'arrête là pour l'explication, jusqu'à là. Alors, c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, donc, c'est ce calcul spécial qu'a fait le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que, alors on va d'abord regarder comment on fait le calcul. Voilà, ce calcul est le suivant. Les 500 années à partir de l'année 5500 jusqu'à la fin du 6e millénaire sont divisées en 12 parties, c'est-à-dire les 12 heures de jour du 6e jour. Chaque heure correspond donc à 41 ans et 8 mois, oui, d'après commentaire du Sifra de Tzniuta, chapitre 1, page 11. C'est-à-dire, donc c'est marqué ici si vous avez une difficulté pour le comprendre, mathématiquement c'est très simple, c'est 500, comme je l'ai dit, divisé par 12, ça fait 41,8 années. C'est-à-dire, où vous pouvez aussi, c'est plus simple pour vous, diviser 1000 par 24, vous arriverez au même résultat. C'est-à-dire 1000 divisé par 24 ou 500 divisé par 12, c'est exactement le même calcul, c'est de savoir dans les millénaires à quoi ils correspondent au niveau des heures. Ça, c'est le premier pas. Maintenant, la question est de savoir ensuite, tout d'abord, il faut savoir que cet enseignement, le Gaon de Vilna, il est écrit dans son commentaire du Sifra de Tzniuta, et le Sifra de Tzniuta, c'est un des passages du Zohar HaKadosh. Dans le Zohar HaKadosh, on a plusieurs livres, oui, on a Hydra Rabbah, Hydra Zuta, Sifra de Tzniuta, comment ça s'appelle, Rayam et Mana. On a différents textes qui sont rassemblés dans le texte du Zohar HaKadosh, et le Sifra de Tzniuta, c'est le Central Processus Unit, c'est le CPU, c'est-à-dire c'est le cœur du Zohar HaKadosh au niveau des secrets qui sont révélés dans le Sifra de Tzniuta. Et le Gaon de Vilna, dans tout ce qu'il a écrit, un des textes, le texte le plus important qu'il a écrit, de tout ce qu'il a écrit, c'est son commentaire sur le Sifra de Tzniuta. Le livre du Sifra de Tzniuta avec le commentaire du Gaon de Vilna, c'est une ligne ou deux lignes du livre, du Zohar, et ensuite une page entière du commentaire en toutes petites lettres du Gaon de Vilna. Donc, c'est son commentaire et son livre, peut-être le plus monumental, le plus important, dans lequel il explique tous les secrets de la Kabbalah selon
Shita Tagra, la Shita de Gaon de Vilna. Et à l'intérieur du Sifra de son commentaire sur le Sifra de Tzniuta, à la référence qui est marquée ici, et c'est pour ça que personne ne pourra dire que c'est un faux, comme je vous ai dit. C'est pour ça que je donne les citations comme ceux qui veulent dire et qui osent dire que le collator c'est de la blague. Mais en tout cas, ça peut pas être de la blague, puisque c'est marqué dans un livre authentique au niveau de qui est signé par le Gaon de Vilna lui-même, non pas par son élève, par le Gaon de Vilna lui-même, et qui est d'ailleurs ramené dans tous les livres des élèves du Gaon de Vilna, là, dans les remarques qui sont marquées ici, on amène les différentes références de tout ça. Alors, c'est-à-dire donc, de ce point de vue-là, on a un nouvel enseignement qui est important et qui a été écrit à l'époque, donc en 1740. Il était écrit, peut-être qu'il a écrit après, mais si vous voulez, il est écrit au milieu du XVIIIe siècle, disons comme ça, par le Gaon de Vilna. C'était imprimé, c'est connu, dans lequel il a livré son calcul de la Géoula, de la Géoula de notre temps. Dans la suite du livre, on verra aussi pourquoi le Gaon de Vilna, sachant que c'est interdit, il a dit que lui, il avait le droit de le faire et que de notre temps, on avait le droit de le faire. Mais on attend, il faut un petit peu de patience pour connaître encore des choses, pour comprendre la raison pour laquelle il savait, il expliquait pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire tout ça. Alors maintenant, quelle est la clé de cette histoire-là? La clé de ça, c'est que, en fait, la question, c'est pas tellement la clé, c'est la question. La question, c'est OK. Tous les 42 ans environ, on passe à un nouveau stade de Géoula. Et donc, du coup, il faudra pas s'étonner si on continue le calcul. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna, lui, c'est 1720-1782. Vous rajoutez après, vous avez 1844, d'accord, si je me suis pas trompé. Ensuite, 1886. Ensuite, 1905, etc., etc. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est déjà très intéressant. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna, de ce point de vue-là, il va délivrer une clé d'un secret dans lequel il va anticiper 12, on pourrait dire, en tout cas 11 ou 12 stades de Géoula futur. Alors, est-ce qu'il a marqué sur chacun ce qui est arrivé à ce moment-là? Non. Il a marqué ce qu'on vient d'apprendre maintenant. C'est-à-dire que ce qu'il a dit ici, c'est que d'heure en heure, les pas progressent de différentes façons. C'est-à-dire qu'on va avoir un progrès de différent au niveau qualitatif à chaque heure. C'est pas qu'il y a quelque chose qui est continu, un processus continu. Par exemple, il y a de plus en plus de juifs, ça c'est continu. C'est-à-dire l'économie des juifs en Eretz Israël, elle est de mieux en mieux, c'est un processus continu. Mais ce que veut dire le Gaon, c'est pas comme ça. Ce qu'il veut dire, c'est qu'à chaque heure, on construit quelque chose d'autre. C'est-à-dire, à chaque heure on avance, il y a une nouveauté qui va se construire. Or, il n'a pas révélé. Mais il a dit que c'est un secret qu'il ne fallait pas dévoiler, sauf les heures auxquelles il était déjà arrivé. C'est-à-dire, en 1740, il a révélé que la première heure commençait. En 1782, il a révélé que la deuxième heure commençait. Il a dit du coup, allez, les gars, on fait notre aliyah. Et lui-même a pris sa valise et est parti pour aller en Eretz Israël. Sauf il n'est pas parti. Mais quand il a été de retour à Vilna, il savait qu'il avait ses 42 ans. Et c'est à ce moment-là que les Aliyat Talmidei Agra a eu lieu. C'est-à-dire que les élèves du Gaon de Vilna qui ont commencé à reconstruire le pays d'Israël, ils ont commencé à monter donc dans cette deuxième heure entre 1782 et 1824. Donc c'est le moment charnière où ils ont commencé ce processus, etc., etc. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que sans l'avoir véritablement révélé, il a aussi donné une clé de ce qui arrive de notre temps. Vous comprenez pourquoi? Parce que de notre temps, on sait qu'on est à la 5e heure, la 6e heure, la 7e heure dans le calcul du Gaon de Vilna. Donc on est à bien de se demander, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de progrès et quand est-ce qu'on passe d'heure en heure? C'est-à-dire, jusqu'à là, je maintiens un petit peu le suspense, mais j'espère que vous avez compris le concept général. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui étudient le secret du Gaon de Vilna de Sifra de Tzniuta doivent tout d'abord se demander en date non juive à quel moment il y a le changement d'heure, c'est-à-dire on passe d'une heure à l'heure suivante, et ensuite peut-être si on avait une source qui pouvait nous dire qu'est-ce qu'il y a de spécial dans chacune des heures. Alors ce qu'il y a de spécial dans chacune des heures, ça, le Gaon de Vilna nous a donné encore une clé. C'est quoi la clé? Je n'ai pas marqué ici. C'est marqué dans le Sifra de Tzniuta, ce qui dit comme ça. Si chaque millénaire correspond à
un jour, alors la référence de ce qu'il y aura dedans se trouve dans la création du monde. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans le premier chapitre de Bereshit sur le premier jour de la création correspond au premier millénaire de l'histoire du monde. Ce qui est marqué dans le deuxième jour de la création correspond à ce qui est marqué dans le deuxième millénaire de l'histoire du monde. Et ce qui est marqué dans le sixième jour de la création correspond à ce qui s'est passé dans le sixième jour le sixième millénaire de l'histoire du monde. Alors, il rajoute quelque chose d'important, c'est que Akadosh Baruch Hu, sans doute, il a plus travaillé le jour que la nuit. C'est pas sûr, mais en tout cas, il a surtout travaillé le jour. Donc, les 500 ans correspondent au jour de la création. C'est là qu'il faut apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le premier chapitre de Bereshit. On va regarder ce qui a marqué au moment du sixième jour. Et puis, on va faire une correspondance avec les 500 dernières années du sixième millénaire. On va dire, ça correspond à ça. Alors, tu vas me dire, oui, ça c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé le sixième millénaire, le sixième jour de la création? L'événement le plus important du sixième jour de la création? Vous savez? Vas-y, Annette, elle sait. La création de l'homme. Adam. Voilà, très bien, la création de l'homme. Donc, la création de l'homme, c'est Vata ben Adam, comme disait Manitou toujours, le Messie, c'est le fils de l'homme. C'est-à-dire Vata ben Adam, le fils de l'homme. C'est-à-dire que le sixième jour, l'homme a été créé, et le sixième millénaire, le Ben Adam, le fils de l'homme qui est le Mashiach, va apparaître à ce moment-là en comparaison avec les deux. Ok, tout ça c'est très bien, mais le problème, c'est que dans le Chumash, il n'y a pas marqué une subdivision en heures de la création de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, il n'y a pas marqué, et Dieu, le matin, à 6 heures du matin, après cette fila honnête, il a dit maintenant je vais faire l'homme, et puis à la deuxième heure je vais faire quelque chose, etc. C'est pas marqué. Donc on est un petit peu embêté. Mais c'est pas tellement vrai, parce que le Gaon de Vilna nous dit qu'il y a une Gemara qui nous dit ce qui s'est passé à chaque heure, et donc du coup, CQFD, on va étudier la Gemara qui nous décrit d'heure en heure ce qui s'est passé avec Adam et Chava, et on va le faire correspondre d'heure en heure avec le phénomène qui arrive de notre temps. Alors regardez comment c'est marqué, c'est une Gemara, dans Sanhedrin, page 38, folio B. Alors vous m'excusez, je l'ai marqué qu'en hébreu, mais je vais le traduire immédiatement en français. Amar Rabbi Yochanan ben Hanina. Alors ça, c'est pas un secret de la Torah. C'est pas un secret parce que cette dracha, c'est une dracha qui nous raconte ce que Dieu a fait le sixième jour de la création du monde. C'est-à-dire quand il a créé l'homme. Le secret, c'est d'être capable de faire la correspondance avec les différentes périodes du sixième millénaire. C'est ça qui est la clé du secret des calculs du Gaon de Vilna. Alors on va tout d'abord étudier la Gemara. Amar Rabbi Yochanan ben Hanina, donc Rabbi Yochanan ben Hanina a dit Shtem Esrei Shaot Avayom, le jour est de 12 heures. Sharishona, la première heure donc de la création du monde, Utzbar Afaran, Dieu a pris de la terre, c'est-à-dire Afar Manitoudi, fais attention, c'est pas de la poussière, Ken qui met Afar Bataille Afar Tachou, tu viens de la terre et tu retourneras à la terre. Parce que Afar, c'est de la terre fertile. Donc, il a pris de la terre fertile de là où il l'a pris, il y a une discussion dans Chachamim, et il l'a rassemblé à un endroit. Shnia, deuxième heure, Naase Golem, l'homme a été fait et devenu un embryon. On peut dire un embryon. Golem, c'est aussi pas le papillon, la larve qui se trouve à l'intérieur du cocon, mais en fait, dans le sens de golem, c'est que il n'a pas encore une forme. C'est-à-dire, on va voir la troisième heure, Nim Tchou et Varab, c'est-à-dire ses membres sont sortis. Pour tous ceux qui connaissent l'évolution de l'embryon, tout d'abord il a l'air d'un haricot, donc c'est ça qu'on appelle le golem, et ensuite Nim Tchou et Varab, on voit que sortent les pieds, les mains, etc. Donc c'est ça que dit la Gemara. Première heure, Hachem il a pris la terre, ensuite il en a fait avec de l'eau, donc etc. Il en a fait un golem, c'est ce qu'on a dit, un haricot. Ensuite, Nimtocho et Varav, il est devenu un être humain, c'est-à-dire, quatrième heure, Nizrekuba Neshama, Dieu il a mis la Neshama, parce que vous savez que la Neshama, chez l'embryon, ne vient pas au premier moment, ça prend du temps jusqu'à ce que l'embryon il reçoive une Neshama. Hamishit, Ahmad al-Raglav, excusez-moi, j'ai dit des bêtises, puisque c'était pas un embryon, il a reçu une neshama et donc du coup il est devenu vivant. C'est-à-dire,
C'est pas Jean, il était encore un embryon dans le ventre de sa mère, il est devenu homme à la 4e heure. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, à partir du moment où il a reçu l'Anshama, il est devenu un homme, il était couché, mais il a ouvert les yeux, il a commencé à regarder ce qui se passait autour de lui. Hibernatus, c'est-à-dire, et c'est comme ça. Chamishit, 5e heure, Amad al-Raglav, il s'est mis debout. C'est-à-dire qu'il a commencé à agir, et c'est à partir de là qu'on connaît Adam tel qu'il est, qui se promène, qui regarde, qui donne des noms aux animaux, etc., qui écoute ce que Dieu lui dit. Alors c'est à partir de la 5e heure. Shishit, 6e heure, Karashemot. Exactement, qu'est-ce qu'il fait à la 6e heure? Il donne le nom aux animaux, vous vous souvenez? Et à Chava aussi. Et vous vous souvenez qu'il ne savait pas comment appeler, il a appelé Isha, par Chava. Le Zot, Ikare Isha, qui est Misha ou Karazot. Mais ce qui a précédé, c'est qu'elle a donné le nom à tous les animaux. Donc c'est ce qu'on appelle Karashemot. On appellerait ça la prise de conscience. C'est-à-dire que la 5e heure, il devient vivant, actif, et ensuite il devient intelligent, il prend conscience du monde qui l'entoure. Shvi'it Nisdav Galo Chava, il se met avec Chava. Shminit, Nisdav Galo Chava, ça veut dire que Chava a été créé. C'est quand il y a eu il était scié en deux et que Chava est né. Shminit, 8e heure, Alula Mitashnaim Ve'ardu Arba. C'est pendant la 4e heure, ils sont montés pour procréer. À 2, ils sont descendus à 4, puisqu'il y avait aussi Caïn et Avel. Donc c'était pas très long, mais les heures de l'époque, vous savez, c'était plus long que maintenant. Shit, 9e heure, Nistave chez l'Olechol Minailan. On lui a dit de ne pas manger de l'arbre. Asirit, Sarach, à la 10e heure, il a mangé de l'arbre d'Atovara. Achad Esrenidon, il a été jugé. Shtemesre, et dernière heure, Nitrat Ve'alachlo, et à ce moment-là, Dieu, il l'a renvoyé du Gan Eden. Alors, les heures de la fin, c'est un petit peu trouble pour nous, on verra, si vous voulez, parce que les heures de la fin, c'est les heures à partir de la 10e, 11e, 12e heure, ça ne correspond pas tellement à un processus messianique, c'est-à-dire, ils ne sont pas encore arrivés, donc on n'a aucune idée de ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ça que dit la Gemara à cet endroit-là. Alors, puisque c'est comme ça, on va nous faire ce que le Gaon de Vilna n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il a écrit le principe dans Sifra de Tzniuta, qui est son commentaire le plus secret des secrets. Il a fait jurer à ses élèves de ne pas le révéler, c'est-à-dire de ne pas révéler, interpréter les choses sur ce qui est futur, uniquement sur ce qui est présent. Alors nous, est-ce qu'on est aujourd'hui dedans? C'est ça qu'on va voir maintenant dans tout ça. Ok, ça, si vous voulez, je vais d'abord, avant de le finir, on va terminer par ça. On va d'abord terminer le texte. Alors, la fin du texte est comme ça. C'est depuis que les liens qui retenaient les talents du Messie, fils de Yosef, se sont dénoués, comme il est écrit. C'est-à-dire qu'il donne encore une notion importante. C'est depuis, virgule. Ouais, c'est mal écrit. Ouais, c'est depuis que les liens qui retenaient les talents du Messie, fils de Yosef, sont dénoués, comme il écrit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en potentiel, le processus messianique, il peut marcher tout le temps. Seulement, c'est-à-dire les concepts peuvent arriver, mais il y a en fait, Akadosh Baruch Hu, il attache et il empêche que ça se développe. Et il dit depuis 5500, les liens se sont dénoués et il y a là, on peut faire avancer et les choses, ils vont avancer. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, pourquoi est-ce que Yaakov s'appelle Yaakov? Parce qu'il tient le talon des sables. C'est-à-dire, Milachon Ekev, et Rashi nous dit, pour nous enseigner que la royauté du Mashiach va arriver au moment où la royauté de Ésaü va disparaître. Et non seulement ça, mais même avant la fin de Ésaü, déjà va arriver la royauté de Messianique. C'est-à-dire, donc, on a ici une information sur le fait qu'il y a un moment où les choses ils se débloquent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez appris l'histoire juive, vous savez que des initiatives pour promouvoir un retour à Sion, il y en a eu d'autres. Il y a eu la révolte de Bar Korva, ensuite il y a eu les élèves de Rabbi Echel de Paris qui sont montés en Israël, ensuite il y a ceux qui sont venus les expulser d'Espagne, qui sont venus et qui avaient tous des projets messianiques, et puis ça n'a pas marché. Il nous dit le Gaon de Vilna, maintenant, puisqu'on est arrivé en 5500, ça va marcher. Et ça, c'est ce qu'il dit ici, comme il est écrit, Ana Hashem, ki ani avdecha ben amatecha,
pitarta le Moserai. C'est-à-dire que tu as ouvert, tu as dénoué mes liens, c'est comme ça qu'ils ont traduit. Et le Gaon de Vilna savait, nous on ne le savait pas, que dans ce passou qui est dans le Hallel, celui qui dit Kani Avdecha ni Avdecha ben Amatecha, c'est pas David Amelech. Et David Amelech écrit ça en prophétie pour le Mashiach ben Yosef. Et il dit, je sais qu'à un moment, pitarta le Moserai, j'ai mes liens qui sont liés, et à un moment, tu vas ouvrir mes liens, et je prie donc. Et selon le secret, comment on sait, Edud bi Yosef Samo, Betseto Aleret Mitzrayim. C'est-à-dire que ça, c'est dans un Mizmor qu'on dit, on dit dans la prière de tous les jours, puisque c'est un des Mizmorim de Ayom Yom, je ne sais plus, c'est Yom Hamishi, je crois. C'est un témoignage qu'il établit dans Joseph, quand il marche pas contre l'Égypte, mais il est devenu roi d'Égypte. C'est toi l'Eret Mitzrayim. C'est pas contre l'Égypte, mais c'est quand il est devenu roi d'Égypte. Et donc, nos sages interprètent ce texte. Yosef, c'est qu'il est devenu Yosef à ce moment-là. Ça, c'est un secret de son nom. Pourquoi est-ce qu'on rajoute le Hey dans Yosef, qu'on va étudier après. Mais quand on dit il est sorti sur l'Égypte, à l'Eretz Mitzrayim, c'est qu'il est sorti de sa prison. Et si vous prenez ce texte, le Rav Kook par exemple n'en parle pas, c'est un texte absolument incroyable. C'est qu'en 5 minutes, le destin de Yosef s'inverse complètement. C'est-à-dire que Yosef était depuis 12 ans, tout d'abord, il a été menacé d'assassinat par ses frères. Ensuite, ça a été transformé en le fait qu'il est jeté dans un puits. Ensuite, il est vendu comme esclave. Ensuite, Misken, après l'histoire de la femme de Poutifara, il se trouve 12 ans en prison avec aucun jugement qui prévoit qu'il va être libéré à aucun moment. C'est-à-dire que pour lui, dans sa vision, c'est quelqu'un qui sa vie est terminée, vous comprenez? Et en 5 minutes, on le sort de la prison et il devient le vice-roi d'Égypte. D'accord? On lui met ses habits, on lui donne le snat bat Poutifera, on lui donne le sceptre d'Otokar, etc. Tout ça, ça change en 5 minutes. Et ça, nous dit le Gaon de Vilna, c'est le secret du fait que quand le moment arrive, tout change. Et on peut le savoir, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont eu ce genre d'expérience dans leur vie, que leur vie a basculé en positif à un moment extrêmement rapidement. Alors c'est ça que nous dit le Gaon de Vilna. Tu dois savoir qu'en l'an 5500, le moment est arrivé, et donc c'est le moment secret qui correspond dans l'histoire de Yosef, du fait qu'il sort du bord et qu'il devient Melech Mitzrayim. Alors vous me direz, mais il est devenu Melech Israël, bien entendu. C'est là où la correspondance ne correspond pas. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef est sorti de sa prison pour devenir Mashiach Melech Israël. C'est-à-dire pas Melech de Mitzrayim. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant lui, tous les messies de Yosef depuis la création du monde veulent faire et ne réussissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont enchaînés, comme le canard. C'est-à-dire, et ils disent, je voudrais bien faire, et ils essayent, et puis chaque fois, ils se rendent compte qu'ils sont enchaînés. Et il nous dit, le Gaon de Vilna, il y a un moment où tout se débloque, et puis quand on essaie de construire, de revenir en Israël, les gens reviennent, et puis quand on fait un État, il y a un État, et puis quand on fait une armée, il y a une armée, et quand on se bat, on est victorieux, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible quand tu regardes le processus d'histoire. C'est-à-dire le passage. J'ai l'habitude de dire comme ça, en 1945, il y avait un nazi sur un mirador qui tenait des milliers de juifs effrayés dans un camp de concentration. Et en 1948, il y avait un soldat israélien qui avait un tchéchi, c'est-à-dire une vieille carabine qui valait rien du tout, et qui tenait épeuré 1000 prisonniers arabes qui tremblaient de frousse devant ce pauvre soldat israélien qui était en fait un rescapé de la Shoah, qui avait pas tellement plus que la peau sur les os, parce qu'en 3 ans, il n'avait pas eu le temps de tellement récupérer, qui était traumatisé de tout ce qu'il avait vécu, et c'est quand même lui qui le tenait. Comment expliquer ça? C'est absolument impossible de comprendre comment en 3 ans, le destin du peuple juif va basculer de cette manière. Alors, c'est ce que dit, c'est un peu l'idée que dit le Gaon de Vilna ici, il dit, regardez, il y a un secret, c'est que quand le moment est arrivé, les choses y vont basculer, c'est-à-dire que les liens qui nous enchaînent vont se libérer. Il amène un 3e pasouk, Asiroti, Misevel, Shifmo, Kapav, Midud, Ta'avona. J'ai déchargé son fardeau, ses mains sont affranchies du lourd panier. C'est-à-dire, c'est à partir de la 2e heure, c'est à partir de l'année 1182 a commencé la dimension de toute la maison d'Israël,
au niveau global qu'au niveau de chaque homme d'Israël en particulier, au moment de l'éveil du Messie, du commencement, le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup que ça commence au niveau national, c'est-à-dire les Juifs se réveillent de tous les côtés, c'est-à-dire, on le voit, Herzl, c'est la suite de Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire, on l'a vu, et puis avant Herzl, il y a les Bilouim, et puis avant, il y a déjà des mouvements, il y a, je ne peux pas dire les noms des sionistes qui ont précédé, on les connaît aussi, les grands rabbinim, comme justement Rav Tzfir Shkalisher, qui auparavant, et tout, il y a tout d'un coup un réveil, et puis ça marche. Ouais, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est vrai? C'est parce que ça marche. Et ça marche parce que Akadosh Baruch Hu a délié les nœuds et les liens qui enfermaient, qui enchaînaient le Mashiach ben Yosef et qui lui a empêché de faire les choses. Donc c'est ça que nous dit le Gaon de Vilna. Alors maintenant, regardez, je vous ai mis le calcul, mais je me suis arrêté à notre temps, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas le droit de voir ce qui se passe après. 1740-1782 première heure, Hachem a rassemblé le Afar du Adam, ça veut dire que ça commence, mais ça commence doucement. Alors vous pouvez dire, lui il a compris que ça voulait dire qu'il devait commencer à enseigner l'idéologie, la théorie du Mashiach. 1782-1824, deuxième heure, est devenu un embryon. Et là, le Gaon de Vilna dit, c'est le moment où il y a déjà quelque chose, il faut monter en Israël, et il ne faut pas s'étonner que le Yishuv va être embryonnaire. C'est-à-dire on ne va pas réussir à tout faire, mais on n'aura peut-être pas encore des pieds et des mains, mais il y a quelque chose qui commence et vivant, donc on rentre en Eretz Israël. 1824-1866, j'ai arrondi à 42, au niveau de pas à 41,8. Troisième heure, ses membres sont sortis. Alors de nouveau, nous, on ne sait pas forcément, en tout cas non, pas nous. Moi, je ne sais pas exactement comment le faire calquer sur les événements historiques qu'il y a eu à ce moment-là, mais vous êtes d'accord avec moi qu'entre 1824 et 1866, c'est le moment qui va précéder Herzl, qui est le moment où ça commence à bouger de manière très sérieuse pour commencer à réfléchir et à penser et à faire tout ça. Donc, ça veut dire que les membres sont sortis les pieds et les mains. 1866-1905, quatrième heure, sa neshama lui a été insufflée. Incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment les années, le congrès de Bâle, par exemple, c'est en quelle année? 1988. C'est exact, Nahon? Ou 98. 98. Ouais, 1998, congrès de Bâle. Donc on est dans ces 98. 1800. Oui, 1898. Donc on est dans cette quatrième heure et sa neshama est insufflée. On dirait le sionisme commence à vivre. Donc vous voyez que tout ça, le Gaon de Vilna, il a dit des choses qui se sont réalisées. Il nous a donné la clé, comme je vous ai dit au début du cours, mais il nous a dit étudier la Gemara de Sanhedrin et fait du copy-paste sur ça, mais il nous a pas dit ce qui se passerait. Il nous a juste dit qu'il y a des niveaux, ça passe de niveau à niveau. Et vous le voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, ça a accéléré jusqu'à... Alors pourquoi 1905? J'en sais rien. La seule chose qui m'a... c'est bien entendu le début du sionisme moderne. Moi, ce qui m'a en plus impressionné, c'est que j'ai étudié avec une Chevruta la physique quantique et la Torah. C'est-à-dire que physique quantique et Torah, c'est un dada quand j'ai le temps et j'ai plus tellement le temps. Mais en tout cas, j'ai écrit un truc dessus, si ça vous intéresse, c'est Menachem Regeja qui l'a traduit en français. J'ai écrit en hébreu et vous le trouverez sur le site de Menachem, si ça vous intéresse en français. Mais en tout cas, il y a un phénomène, et c'est marqué, on va l'apprendre, qu'il y a un moment où la sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas s'ouvrent en même temps. La sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu messianique qui fait influer sur les projets messianiques, et la sagesse d'en bas, c'est les sciences de la nature, c'est la chokhma, la sagesse humaine. Or, il s'avère que cette année 1905, qui est une année charnière, elle s'appelle dans les sciences physiques l'année miraculeuse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, parce que c'est l'année où Einstein et tous ses copains, Bohr et tous les autres, je me souviens plus de leur nom, de tout cela, Broglie et tous, c'est en un an, ils ont découvert toute la physique quantique et toute la théorie de la relativité. Et depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, tous les scientifiques ne font que développer ce qui a été écrit cette année-là. C'est-à-dire, c'est un truc de fou et incroyable. C'est-à-dire, tout ce qui est jusqu'à maintenant développé, ce n'est que développer les idées qui ont été découvertes à ce moment-là. Donc, il y a des choses incroyables au niveau général, de choses qui se sont passées, alors c'est à ce moment-là. Ensuite, on passe
à l'heure suivante, 5e heure, 1905-1948. C'est-à-dire, il y a marqué, il s'est levé sur ses pieds, et à ce moment-là, ça c'est le Cheshbon que Rav Tzouda a enseigné et que Manitou a enseigné, c'est le seul. C'est pour ça que je vous ai dit, vous ne connaissez pas la théorie générale. Ce que vous connaissez, c'est en général, c'est uniquement cette heure-là, c'est que il s'est avéré qu'à la fin de la 5e heure, le peuple juif s'est levé sur ses pieds, et Chazal disent koma zekufa, c'est d'être debout sur ses pieds et de se tenir debout. Or, jusqu'en 1948, on ne se tenait pas debout, et entre 1905 et 1948, on a eu le plus grand ennemi qui savait qu'on allait se mettre debout et qui a tout fait pour nous empêcher de nous mettre debout, c'est de nous assassiner. C'est l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire, en même temps, la Shoah est dans ce temps-là, et en même temps, à la fin, le dernier jour, la dernière année de cette 5e année, Baruch Hashem, il s'est mis debout. Et ça va plus loin. Parce que vous savez que ce qui est marqué en hébreu, Amad al-Raglav. Or, dans les codes, Raglav, Raglé, c'est les pieds messianiques. C'est Netzach Ve'od, c'est les deux pieds, c'est que le Mashiach commence à être réel, effectif. Non seulement vivant, mais qui se tient debout. Et ça, c'est Koma Zekufa, c'est Milchemet à Komemiyut. Et c'est Me'anien Me'od, que Bibi, et il y en a d'autres qui le reprennent, il appelle notre guerre Milchemet à Tekuma. D'accord, il y a la Milchemet à Komemiyut, Milchemet à Tekuma, et c'est la même chose. Pourquoi? Parce que si vous voulez mon avis, à l'époque, c'était l'époque du premier pied, celui de gauche qui est celui de Yosef, comme on l'a vu, et Ikveta de Meshicha dans le premier pied, et en ce moment, on est en train de vivre les processus du deuxième pied, le pied de droite, qui est celui de Mashiach ben David Bezrat Hashem. Donc, même si des fois ça monte, ça descend, mais en tout cas, de manière générale, ça avance, et Bezrat Hashem, on verra les choses. Donc, vous voyez, ça, c'est le calcul qui a le plus impressionné les Juifs qui savaient ou qui savent, c'est que, d'après le calcul de Gaon de Vilna, il avait prévu Tachar, il avait prévu l'indépendance de l'État d'Israël. C'est-à-dire que c'est le moment où on a passé un échelon, un étage. Et c'est pour ça que j'ai pris tout le temps aujourd'hui dans le cours de vous expliquer toutes les sources, pour dire que c'est pas un petit calcul de Gematria, comme on font plein de rabbins qui vous disent l'année, je sais pas quoi, Tafshin Payé, c'est tu seras avec la bouche ouverte, c'est Tafshin Payé, c'est la bouche, avec la bouche ouverte en voyant tous les miracles qu'il y aura. C'est-à-dire, tout ça c'est beau, il y a des rabbinim qui font toutes sortes de calculs comme ça, mais si vous voulez ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez le diffuser parce que les moments sont déjà arrivés. Il y a beaucoup de juifs très religieux qui font semblant de ne pas savoir, c'est-à-dire parce que s'ils le savaient, ils ne pourraient pas ne pas reconnaître l'État d'Israël, puisque c'est le Gaon de Vilna qui l'a dit, et qu'ils étudient dans les chivotes du Gaon de Vilna, à Ponevich, ou à Mir, ou à Slabotka, c'est-à-dire donc, ou à Hebron. Donc, il faut savoir que ceux qui savent savaient et que c'est marqué clairement. Alors du coup, vous dites alors, on continue encore un peu, 1948-1990, 6e heure. Or, qu'est-ce qui est charnière dans la 6e heure 1990? C'est que de même qu'il y a la nuit et le jour, il y a le matin et l'après-midi. C'est-à-dire que quand tu arrives à la 6e heure 1990, c'est Tashan. Tashan, c'est le moment où tu as fini les 6 heures du matin, de 6 heures à midi, et tu passes de midi à 6 heures, et donc tu rentres dans ce qu'on appelle Erev Shabbat Kodesh. Et tu rentres dans le temps où tu te prépares, tu nettoies la maison, tu mets la table, tu vas au mikvé, tu te douches, tu fais le kidouche à la fin, et donc tu te prépares effectivement au Shabbat. Donc c'est clair que le passage de 1990 est le passage charnière le plus important dans les 12 heures. C'est-à-dire, alors c'était quand? C'était en 1990. Nous, ce qu'on a vu, c'est le début de Erev Shabbat, ce qu'on a vu, et Marquis a donné des noms, et nous, ce qu'on a vu, c'est la chute du mur de Berlin, qui a amené aussi au niveau économique le fait que l'État d'Israël est passé d'un État moyen-oriental à une des grandes puissances du monde. Vous savez, au niveau du Totsar Kalkali, on est devenu Startup Nation, etc. Donc c'est un moment charnière en 1990. À part ça, on a eu des problèmes de ces années, les accords d'Oslo, tous les catastrophes et tout, mais sans doute que les catastrophes sont indexées au temps, au nouveau temps. C'est-à-dire que depuis 1990, on est encore autre chose. Et donc 48-90, il a donné des noms, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, Jani Shitlo Yodea, mais si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que depuis l'année de Tashan, c'est un moment qui est charnière,
Et je vous avais déjà cité que énormément de Gdolé Israël l'avaient écrit 10 ans avant. Le Raphaïm David Halevi, le Rabbi de Lubavitch, qui connaissait tous ces calculs, ont déjà écrit. J'ai derrière moi ici le livre de Assez le Harav, ici. Assez le Harav de Raphaïm David Halevi, premier tome ou deuxième tome, dans lequel il écrit clairement, il a écrit 10 ans avant, et je vous promets, c'est promis, je ne peux pas vous dire d'où je le sais, parce qu'à l'époque, il n'avait pas le droit. Nous, on a le droit puisque c'est déjà passé. Je vous dis, dans 10 ans, en 1990, attendez-vous qu'il y ait des chamboulements énormes dans le monde. C'est-à-dire, or, il y en a eu d'autres, et c'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Ensuite, donc, depuis 90, on est dans la 7e heure. Vous voyez, alors, on va s'arrêter là. On est dans la 7e heure qui va terminer en 2034. Donc, on a encore 10 ans devant nous, c'est-à-dire 9 ans devant nous, jusqu'à la fin de notre heure. On est dans une heure, un step, un niveau, et on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas interpréter, mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez rassurant, parce qu'il y a marqué que c'est le moment où il s'est uni à Chava. C'est-à-dire, si il s'est uni à Chava, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas exactement, c'est que Chava, en fait, elle a été créée. C'est-à-dire, c'est pas il s'est uni, c'est il faut dire, d'accord, création, je ne sais pas comment le mettre. Naissance. Quoi? La naissance. Ouais, si tu veux. Oui, mais c'est Elle, pas une elle est née de naissance, ses côtes, de la côte. ouais, c'est exactement. Ouais, elle était très cotée à l'époque. Donc, mais ça correspond à quelque chose de très essentiel. C'est que Adam, qui était dos à dos avec Chava, devient face à face avec Chava. Donc, c'est clair que depuis 1990, on est dans 42 ans qui correspondent à quelque chose d'extrêmement haut dans l'histoire de la Géoula, du sionisme et de la Géoula, sauf qu'on n'a pas encore la perspective pour comprendre. Peut-être qu'en 2034, comme on va passer au niveau d'après, on va comprendre a posteriori de ça ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant. Voilà, Zéou, on a fini le shiur. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.